Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousu main, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Disunited Colors, la France et l'Angleterre au bord de la crise de nerfs. Une série d'Ilana Navarro réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des itinéraires familiaux à travers les histoires nationales, coloniales ou guerrières. Du Sénégal à Paris, du Pakistan à Londres, de l'Algérie à la France ou de la Syrie à l'Angleterre. Il y a aussi des trajectoires d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre ou d'une classe à l'autre. Et puis il y a les mangeurs de grenouilles et les mangeurs de roast beef, qui se regardent parfois en chien de faïence. Et surtout, de chaque côté du tunnel, il y a deux modèles, l'assimilationniste et le multiculturel, qui semblent vaciller tous les deux depuis les attentats et le Brexit. Comme si la peur se cristallisait autour de la religion musulmane. Alors peut-être qu'il faut relire les lettres persanes et poser avec la même ironie que Montesquieu cette question, mais comment peut-on être musulman ? Pour commencer, les personnages. Des juristes musulmanes, des imams devenus conseillers, une théologienne, une féministe musulmane, une féministe laïque et un sociologue. Ensuite le décor. Des salles pour attendre un jugement, des tables derrière lesquelles on siège, des voiles de toutes les formes et de toutes les couleurs, les rues de Birmingham et les 1001 accents londoniens. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à Birmingham. Mon cher Ouzbek, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la plume, un peu plus de 3 siècles après ton voyage légendaire. Parti d'Ispahan, tu avais parcouru Smyrne, Venise, Paris, laissant derrière toi tes eunuques et ton harem, surtout Roxane, ta préférée. Tu avais traversé des villes et des villages, rencontré des hommes et des femmes aux mœurs différentes des tiennes. Tes lettres racontaient la France. Elles avaient inspiré non seulement ton harem et tes amis restés en Perse, mais les Français eux-mêmes. Ils avaient dévoré tes lettres persanes, sans même savoir que tu étais une invention de Montesquieu. Moi aussi, tu m'inspires. Tu me donnes envie de voyager. Je ne suis pas persane, je ne suis pas imaginaire, et je n'ai pas de harem. J'aurais bien aimé, mais je pense que même dans la France d'aujourd'hui, ce serait mal vu. Je suis turque d'origine et française depuis peu. C'est pour ça que je prononce ton nom comme il faut, Ouzbek, et non pas Uzbek à la française. À ton époque, la France traversait 2 crises. Une crise causée par les excès de la finance naissante et une crise des relations entre l'État et la religion. Figure-toi que rien n'a changé. Sauf qu'aujourd'hui, la religion qui catalyse cette crise, c'est l'islam. Les Mahométans, comme on disait à ton époque. La France n'est pas seule dans ce cas. Toute l'Europe se pose des questions sur la place qu'il faut faire à cette minorité. Chacun cherche son modèle. Mon cher Ouzbek. Mes lettres persanes. Le conseil de charia, mode d'emploi. Essaie juste d'imaginer Roxane, ton épouse préférée, accordant le divorce aux musulmanes de Birmingham. Cher Ouzbek, suis-moi de l'autre côté de la Manche, à la découverte de ce qu'en France on appelle, avec une pointe de mépris, le modèle multiculturel anglais. Je vais te faire découvrir aujourd'hui les Sharia Council, que certains comparent à des tribunaux islamiques. Ou tiens-toi bien, parfois ce sont des femmes qui mènent les débats. Mon cher Ouzbek, ferme les yeux, laisse-toi aller. Tu n'es pas au bout de tes surprises. J'espère que vous n'avez pas dû attendre trop longtemps. On a tellement de demandes. Quand est-ce que les problèmes ont commencé dans votre mariage?
Je l'ai appelé en 2008. Il était venu en décembre. 2 semaines plus tard, je l'ai rappelé. On avait des problèmes et puis... Avant 2008, vous aviez passé combien de temps ensemble? Je me suis mariée en 2007. Et quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? L'année suivante, il est venu à la porte. Il voulait voir ses filles. Mais ses filles avaient peur de le revoir. Pourquoi est-ce qu'elles avaient peur? Parce qu'elles ne l'avaient quasiment plus vu depuis qu'on s'était quittés. Depuis qu'il est parti. Et quand est-ce que vous êtes séparés? Ça va faire 4 ans. C'est une femme très maquillée, vêtue d'un voile jaune foncé et chaussée de hauts talons. Elle est reçue dans cette salle au rez-de-chaussée de la mosquée de Birmingham. Elle est assise face à 3 personnes, dont 2 imams. L'un à la barbe noire, l'autre à la barbe blanche avec un petit chapeau rouge à motifs, que l'on portait peut-être déjà à ton époque, dans les confins orientaux de ton beau pays, à la frontière de ce que l'on appelle aujourd'hui le Pakistan. À côté d'eux, Amra Bone, vêtue d'un voile vert-gris qui fait ressortir ses yeux de la même couleur. Elle porte une belle broche en forme de fleur. Cette théologienne assiste ses 2 imams dans ce Sharia Council en tant que bénévole, un dimanche par mois. Vous avez dit qu'il y avait de la violence, que vous aviez contacté la police et qu'il a été arrêté à ce moment-là? Après, il était comment? Il a changé? Après ça, on s'est quittés. Il n'est plus revenu dans la maison de mes parents. J'habite avec mes parents et ma sœur. Et vous? Vous, en tant que sœur, c'est quoi votre expérience? Elle s'est mariée, puis très tôt il y a eu des problèmes, puis après ils se sont séparés. Vous êtes mariés? Sharia means basically God's way, God's La charia, ça veut dire divine guidance. la loi divine ou l'orientation divine, je dirais. But because, as you say, they're called Sharia courts in other countries, Il y a des conseils de la charia, des tribunaux de la charia qui existent dans d'autres pays. Et les gens pensent que nous, c'est la même chose. Mais ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous, on donne des conseils pour essayer de résoudre les problèmes et nous ne travaillons pas en contradiction avec la loi du pays. On fait quelque chose que la loi du pays ne peut pas faire, évidemment, puisque c'est une loi laïque et civile. Donc, on complète. Dans les pays musulmans, les tribunaux relèvent du régime juridique du pays, par exemple en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Les tribunaux donc prennent des décisions à caractère obligatoire. Or, nous, ce que nous prenons comme décision, ce ne sont pas des décisions à caractère obligatoire. Elles dépendent complètement des gens. Les gens viennent nous trouver, nous prenons des décisions, libres à eux de l'appliquer ou de repartir chez eux, de ne pas appliquer notre recommandation. Donc c'est ça la différence. Comme les musulmans veulent respecter la volonté de Dieu, tout en respectant la loi du pays, quand la loi du pays ne peut pas répondre à leurs attentes, ils viennent nous trouver. On a employé le terme de charia parce que c'est un terme plus simple à comprendre. On aurait pu dire service islamique de conseil ou services familiaux islamiques. Mais comme les gens comprennent ce terme de charia et que ça veut dire dans leur esprit qu'ils se conforment à la volonté de Dieu, on a choisi ce terme de conseil de charia. Et évidemment, pour les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas bien la situation, à tort, pensent que nous sommes un tribunal de la charia. Cher Ouzbek, j'imagine que tu es un peu perdu. Le conseil de Sharia de la mosquée de Birmingham fait partie des 85 Sharia Council qui se sont développés en Grande-Bretagne depuis les années 1980 pour régler des différends entre musulmans. Ils représentent environ 3 millions de personnes. Mais ce sont surtout les femmes qui s'en servent pour divorcer, en échange d'une somme de 300 à 400 livres.
Selon l'islam, comme tu le sais, les hommes n'ont pas besoin de se présenter devant un conseil religieux pour divorcer. Il leur suffit de répéter 3 fois à leur femme qu'ils la répudient. Le mariage doit apporter la sécurité, la protection, l'amour, la compassion et manifestement, il n'est même pas là. C'est un mariage qu'on peut qualifier de non-existant, je dirais, en ce sens qu'on ne retrouve pas là les ingrédients de ce qui fait le mariage. Si ça ne vous dérange pas, on va vous demander de vous retirer. Nous allons prendre quelques minutes pour en parler entre nous, panélistes. Il y a une possibilité de réconciliation? Non, il y a eu de la violence à la maison et donc ils ne sont pas en contact. Et puis en plus, ça fait déjà trop longtemps qu'ils sont séparés. Et puis, il n'a pas fait d'effort, visiblement. Elle vit chez ses parents. Il ne la soutient pas, de quelque manière que ce soit. Pas de soutien financier, elle vit avec ses parents. Quand même, un époux est censé soutenir la mère de ses enfants et ses enfants. Il n'a pas fait d'effort, absolument pas. Il y a eu des violences conjugales. Elle vit dans la peur. C'est vraiment injuste pour elle d'attendre. This sentence that she had applied for divorce, civil divorce in 12. Elle avait déjà fait une demande de divorce, mais sa famille l'en avait dissuadée. It means she was very keen Elle avait accepté. to reconciliation and keep the marriage going on, working. But in the second time, she has again started. Là, c'est la seconde fois qu'elle fait la demande. For the civil divorce, it means elle est vraiment déterminée. Get rid from this marriage. All right. What do you think? Ouais, je pense qu'il faut effectivement, il faut annuler. Il faut mettre un terme à ce mariage. We all discuss. Nous discutons ensemble sans que l'un d'ailleurs ait davantage d'autorité que les autres. Tout le monde a le même pouvoir de décision. Quand on n'est pas d'accord, ça peut arriver. On va toujours se référer au final aux sources, la Sunna et le Coran. La Sunna étant les enseignements du prophète Mahomet. Et généralement, on tombe toujours d'accord. Nous avons examiné votre cas. Il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées. Vous êtes séparés, ça fait longtemps. Le Conseil a conclu que dans la mesure où il y avait eu de la violence domestique dans cette vie conjugale, vous avez évidemment un sentiment d'insécurité. Donc le Conseil a décidé que ce mariage arrivait à son terme. À compter d'aujourd'hui, vous attendrez donc les 3 cycles menstruels à venir, à l'issue desquels vous serez en mesure de vous remarier si vous le souhaitez. C'est possible. Des questions? Thank you so much. All right. Now you can. I'd like to go with Sister Sabine. Thank you. Bon, Ouzbek, franchement, je sais que je ne veux pas faire de toi un féministe, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi une musulmane d'Angleterre préfère s'adresser à des imams dans un Sharia Council qui s'intéresse à la date de ses règles plutôt qu'à un tribunal britannique qui serait a priori plus protecteur de ses droits. Every Muslim who is a practicing Muslim want to marry according to Islam. Tout musulman pratiquant souhaite se marier dans le respect de l'islam. Et lorsqu'il s'agit de divorcer, c'est la même chose. On veut respecter l'islam. C'est une évidence. Mais comme tu le sais, cher Ouzbek, avant le divorce, il y a le mariage. Et c'est peut-être de là que vient le problème.
Figure-toi qu'en Angleterre, selon le Marriage Act, qui date de 1949, les mariages religieux des chrétiens et des juifs sont enregistrés systématiquement, sans même passer par la mairie. Alors que le mariage musulman n'est reconnu officiellement que si le couple a fait la démarche de l'inscrire à l'état civil. There is a lacuna, basically, in the way in which places of worship. Il y a des failles dans la manière dont les lieux de culte sont homologués afin d'enregistrer les mariages. C'est Pragna Patel de l'association South All Black Sisters qui milite depuis des années contre cette pratique biaisée. Now, a lot of certainly Christian. Par exemple, si vous vous mariez dans un lieu de culte chrétien ou juif, c'est automatiquement reconnu comme un mariage civil. Par contre, les mariages musulmans ne sont pas nécessairement considérés comme des mariages civils. Donc, c'est tout à fait possible pour une femme musulmane d'être mariée devant un imam, dans une mosquée ou même chez elle, dans son salon par exemple, et que ce mariage ne soit pas enregistré. Pourtant, il peut être reconnu par sa communauté ou le couple lui-même. Certaines femmes sont conscientes de ça et d'autres pas. Pour beaucoup d'entre elles, si elles se marient devant un imam ou dans une mosquée, ça veut dire que leur mariage est reconnu par l'État. C'est le jour où ça tourne mal et qu'elles demandent des droits relatifs à leur enfant ou à un bien qu'elles réalisent que leur mariage musulman n'a aucune valeur légale. Notre expérience ici, au Conseil de Charia, c'est qu'une majorité des femmes ne savent pas que leur mariage n'est pas reconnu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles pensent que le mariage islamique qui se fait en présence de témoins et qui prévoit un certificat ressemble de très près à un mariage civil, donc elles ont le sentiment que c'est un mariage qui est reconnu. Il est facile de se tromper parce que les gens ont un certificat et se disent les autorités, le pouvoir public vont reconnaître ce certificat. Entre deux séances, on me chuchote que cette erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Il arrive que des musulmanes ayant acheté un bien avec leur mari, sans l'enregistrer aussi à leur nom, se retrouvent du jour au lendemain dépossédés de leur maison. Or, le Sharia Council ne s'occupe pas des questions liées au partage des biens. Et l'État, pour qui le mariage n'est pas officiel, ne peut en rien protéger ces femmes. Mais nos amis anglais proposent quelques astuces aux dirigeants des minorités musulmanes, hindous et sikhs qui veulent réguler les mariages dans leur communauté. Historiquement, la loi britannique sur le mariage a permis d'intégrer, pour être expéditif, les Juifs ou la Société des Amis, c'est-à-dire les Quakers, les a intégrés dans les dispositions de cette loi. Lui, c'est Keith Porteous-Wood de la National Secular Society, c'est-à-dire l'Association nationale laïque. En réalité, l'organisation du pays est telle que c'est l'Église officielle qui fait que le mariage civil et le mariage religieux ne font qu'un. Pour autant, toutes les autres dénominations religieuses sont traitées de la même façon et donc vous avez l'inscription des lieux de culte, une loi d'ailleurs sur l'inscription des lieux de culte, qui date de 1855, qui prévoit que dès lors qu'un lieu de culte est inscrit, les mariages religieux deviennent également des mariages civils, en tout cas reconnus comme tels par l'État, à condition qu'il y ait un clerc sur place. Et ça existe depuis donc 1855 et cette disposition s'applique à toutes les religions. Cette disposition est maintenant utilisée par d'autres religions, y compris par les musulmans, mais ce qui est particulier au sujet des musulmans, c'est qu'il y a très peu de mosquées qui soient inscrites en tant que lieu de culte au titre de cette loi, alors que les hindous et les sikhs, leur mariage, ou plutôt leurs lieux de culte, sont bel et bien inscrits
au titre de la loi sur l'inscription des lieux de culte. La question curieuse se pose de savoir comment il se fait que, chez les musulmans en général, les lieux de culte ne sont pas inscrits au titre de cette loi. Dans l'islam, il n'y a pas d'obligation de se marier à la mosquée, on peut se marier n'importe où, et il n'y a pas de ministre du culte qui célèbre le mariage, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un dignitaire officiel. C'est peut-être pour ça que les choses ne sont pas aussi nettes que cela. Tu vas me demander, j'en suis sûre, comment faire pour inciter chaque mosquée et chaque imam à se faire accréditer par l'État? Certaines militantes seraient pour qu'on impose aux mosquées de s'enregistrer. So there is a campaign in this country which is to make all marriage, any religious ceremony. Il y a un mouvement dans ce pays qui milite pour que chaque cérémonie religieuse de mariage soit automatiquement inscrite en tant que mariage civil. Whether it is Christian, Muslim, Hindu, Sikh, Jewish, all religious. Et ça, quelle que soit la religion, musulman, chrétien, juif, hindou ou sikh. Je pense que ce serait mieux de faire comme en France, c'est-à-dire, vous ne pouvez vous marier religieusement que si vous avez déjà été marié à la mairie. Le religieux qui dirige la cérémonie doit exiger le certificat de mariage, et s'il ne le demande pas, alors il est en infraction. J'aimerais beaucoup que ce soit comme ça dans ce pays, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Comme ça, s'il y a un divorce, les femmes seraient mieux protégées financièrement. Shaista Gohir est dirigeante de Muslim Women's Network, l'association des femmes musulmanes. Mais elle risque d'attendre longtemps si elle croit qu'elle va obtenir l'équivalent du système français. En Angleterre, même les dirigeants de l'Association nationale laïque ont baissé les bras sur ce combat. I'm sure that the established church would viciously oppose Je suis absolument certain que l'Église officielle s'opposera farouchement à toute modification du système qui prévoit que le mariage religieux et que le mariage civil se produisent simultanément dans l'Église anglicane parce que cela fait partie du privilège historique qu'ils défendront bec et ongle. How did Britain come to this is an interesting question. It's a very long question. Comment est-ce que la Grande-Bretagne en est arrivée là? It is partly because Britain itself has never seen the full separation of religion and the state. La Grande-Bretagne n'a jamais eu de séparation totale entre la religion et l'État, alors qu'elle est en apparence une démocratie laïque. L'Église est une église d'État. Donc la reine dirige l'Église et l'État. Et à cause de cela, il y a des religions qui ont des privilèges. Comme par exemple les Juifs et les chrétiens. So then it is very difficult when you don't have that separation for minority communities to argue, well, why not us? Quand vous n'avez pas cette séparation, ça devient très facile pour les communautés minoritaires d'argumenter. Pourquoi pas nous alors? Pourquoi pas les musulmans, les hindouistes, les sikhs? Et de ce point de vue, c'est un argument qui est très difficile à contrer, parce que la loi est discriminatoire. La Grande-Bretagne est probablement l'un des pays les plus laïques du monde, notamment chez les jeunes, où la grande majorité ne se considère pas comme religieuse, surtout en dessous de l'âge de 35 ans. Vous avez un contraste par rapport à nos institutions qui n'ont pas changé parce qu'on n'a pas eu de révolution. Alors ce qui se passe, c'est que la reine d'Angleterre, elle est chef de l'Église officielle. Il y a encore 26 évêques qui ont le droit de siéger au Parlement. Et ils ont un réel pouvoir. Ils peuvent avoir accès aux ministres, ils peuvent leur demander des comptes, ils peuvent proposer des amendements au projet de loi. Et ce qui est assez choqué probablement les auditeurs français, c'est que aujourd'hui encore, ainsi, un évêque se lève pendant la séance, la Chambre des Lords,
l'orateur du moment devra s'asseoir et se taire. Eh oui, les Anglais n'ont pas eu leur révolution. Mon cher Ouzbek, tu l'avais pressenti dans tes lettres persanes. Quelques décennies après ton voyage, une révolution a renversé le roi de France. L'Église a perdu ses pouvoirs et on est passé à la République, alors que les Anglais vivent toujours dans un royaume, qui doit donc trouver un certain équilibre entre ses composantes pour rester unis. The British state and the British legal system, lui, c'est le sociologue Benjamin Gidley. Has always been a lot more pluralist than the French or many other. L'État et le système juridique britannique a toujours été plus pluraliste que l'équivalent en France. Ainsi, il y a toujours eu une approche pluraliste à la loi, à la constitution non écrite. Et cela, à mon sens, donne plus d'espace, plus de liberté de mouvement pour les minorités religieuses. Cela est exacerbé par l'Église anglicane et la monarchie. Depuis la Réforme, l'Église anglicane joue un rôle privilégié dans la vie politique et publique britannique. Mais avec la présence d'autres groupes de protestants, je pense aux Quakers, les baptistes, les méthodistes et ainsi de suite, sans parler évidemment de la présence d'une grande minorité de catholiques, l'Église anglicane a pris conscience que sa position dépendait d'accommodement raisonnable avec ces autres minorités. Ainsi, ce qui a été mis au point, c'est une approche selon laquelle l'Église anglicane devait jouer un rôle privilégié par rapport à un marché, pour ainsi dire, pluraliste sur le plan religieux. Donc c'est l'Église anglicane qui a soutenu les droits des autres groupes religieux et a permis donc, et a même favorisé la reconnaissance des autres religions et la mise en place d'écoles religieuses pour préserver ses propres droits. L'historien David Feldman appelle cela le pluralisme conservateur. C'est un pluralisme qui octroie un rôle privilégié aux voix les plus conservatrices de la plupart des communautés. Et c'est ainsi que l'on maintient le pouvoir de la communauté dominante. Ça reflète peu ou prou ce à quoi on a assisté dans les colonies britanniques, où il y avait différentes formes de règne indirect qui étaient appliquées. Les autorités coloniales travaillaient par exemple avec ce qu'ils considéraient comme les chefs de tribu ou dans le sous-continent indien, travaillaient avec les princes locaux. Les petites monarchies qui pouvaient maintenir une sorte de rôle autonome au sein même de l'Empire britannique. Ainsi, l'Empire avait un règne indirect par l'intermédiaire de ses autorités. Dans une grande mesure, ce modèle perdure pour ce qui est de la gestion des différences en Grande-Bretagne. À partir des années 70, voire des années 80 ou 90, il y a donc l'adoption d'une forme de multiculturalisme qui repose sur cette tradition, d'où découle cette forme de pluralisme hybride. À mesure que s'estompe le discours du multiculturalisme, on assiste à l'avènement de cette Grande-Bretagne multireligieuse. Par exemple, le gouvernement actuel ne parle pas de la Grande-Bretagne comme étant un pays multiculturel, mais explique que le pays est multireligieux. On parle de l'importance d'éradiquer l'intolérance envers les différentes religions. Par conséquent, il y a une intensification du pluralisme conservateur à l'ancienne, déguisé dans cette Grande-Bretagne multireligieuse. Mon cher Ouzbek, ces Sharia Council qui, vus de France, peuvent paraître comme un symbole de la soumission de l'État anglais aux religions, seraient en réalité un pur héritage de la colonisation britannique.
Dossier suivant, numéro 7. Cher Ouzbek, j'espère que tu ne m'en voudras pas de te rappeler un mauvais souvenir. Si Roxane, ton épouse préférée, vivait dans l'Angleterre d'aujourd'hui, elle aurait sans doute trouvé des manières de contourner tes eunuques pour accéder à un Sharia Council qui lui aurait accordé le divorce. Ça lui aurait évité de se suicider. Mais l'Angleterre du pluralisme conservateur laisse les femmes les plus démunies à la merci des communautés auxquelles elles sont présumées appartenir. L'État ne protège pas les plus faibles. Et seuls les plus débrouillards trouvent le chemin d'un Sharia Council qui saura les écouter. Vous vous êtes séparés officiellement il y a 6 mois, c'est ça? J'ai demandé le divorce il y a 6 mois. Cette mère de famille est venue de loin pour présenter sa demande auprès d'Amra Bone, connue pour être bienveillante envers les femmes. En fait, il avait déjà demandé le divorce, mais il l'a nié après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti? C'est vous qui l'avez mis dehors? Non, il est allé voir sa famille. Sa famille ici, en Angleterre? Au Pakistan. Quand vous vous êtes marié avec lui, il était déjà en Grande-Bretagne? Il habitait au Pakistan quand je l'ai épousé. L'année dernière, il a emmené notre fils au Pakistan. J'étais d'accord. Notre fils n'allait pas bien. Je suis allée au Pakistan pour vérifier qu'il était scolarisé dans une bonne école parce que moi, en fait, je suis anglaise et je dois des comptes à l'État. Donc il faut qu'il y ait un suivi là-bas. Sinon, on le renvoie en Angleterre et du coup, j'aurais l'air très irresponsable. Donc l'idée c'était de me rassurer qu'il soit bien suivi et heureux là-bas. Mais il ne l'était pas. La famille de mon mari ne le traitait pas bien. Il l'avait remonté contre moi. Je n'en avais aucune idée parce que je l'avais envoyé là-bas pour qu'il soit cadré et qu'il suive ses études. Parce qu'ici, il décrochait, il était perturbé à l'école. Je voulais qu'il soit heureux. Récemment, mon mari m'a répudiée plusieurs fois. Il me disait après, « Ah, j'étais en colère, je ne me rendais pas compte, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. » Il allait voir sa mère, qui est une sorte de sage. Et c'était comme s'ils ajustaient la loi comme ils voulaient. Elle me disait, « Non, tu n'es pas divorcée. T'inquiète, personne d'autre n'a entendu qu'il t'a répudiée. » Une fois, ma mère était là et elle l'a entendu me répudier 3 fois. Quelle est votre décision finale? Ma décision, c'est de terminer officiellement ce mariage pour qu'il puisse refaire sa vie et Inch'Allah, un jour, je puisse refaire la mienne. Savez-vous qu'il faut faire une demande de divorce au tribunal? Avez-vous entamé la procédure? Pour être sincère, je suis un peu dépassée par tout ça. Un jour, je ferai aussi cette démarche-là. C'est très important de le faire, parce que si vous vous rendez au Pakistan et qu'il dit que vous êtes son épouse, vous allez faire quoi? Il faut vraiment que vous passiez par toute cette procédure au civil.
Les gens nous regardent, viennent nous trouver, veulent qu'on les aide. Il y a même des parlementaires australiens qui sont venus nous voir pour essayer de comprendre comment on faisait. On a eu des cas irlandais d'un peu partout. Les gens s'adressent à nous, nous posent des questions. Comment vivre en tant que musulman lorsque la loi du pays de résidence ne tient pas compte, bien évidemment, des enseignements ou de la loi islamique? Et j'étais à la Chambre des Lords récemment, on examinait à la Chambre des Lords les conseils de charia. Pourquoi? Parce que, évidemment, lorsque les femmes sont maltraitées, on veut pouvoir faire quelque chose. Et il y a un certain nombre de conseils de charia dans le pays, sans réglementation en tant que telle de toute cette activité. Those Sharia councils that are not, they don't have procedures such as ours, proper services, or nous avons certains conseils de charia qui ne sont pas aussi bien organisés que le nôtre, avec des structures moins nettes, et ça peut poser des problèmes, évidemment. Donc nous, on est ravis que le gouvernement examine tout cela d'un petit peu plus près, le fonctionnement des différents conseils de charia, avec une nécessité peut-être au besoin de réguler un peu les choses. If we were to work together with the civil courts, et si on travaillait main dans la main avec les tribunaux civils, si on travaille en harmonie ensemble et qu'on peut trouver ensemble des solutions pour ceux qui sont en recherche d'une solution religieuse, évidemment d'abord ça serait rentable, ça permettrait de faire des économies et ça aiderait les tribunaux civils. J'ai rencontré un juge qui m'a dit, au civil, nous sommes débordés par la charge, nous ne sommes plus en mesure de faire face, alors vous nous donnez un drôle de coup de main, merci beaucoup. Nous sommes efficaces, nous travaillons beaucoup plus vite pour pas très cher et nous proposons des services qui, bien sûr, sont bons services que les pouvoirs publics aimeraient pouvoir donner, mais ils n'ont pas les moyens. Évidemment, lorsque les gens entendent parler de la charia, ils se disent voilà, on va trancher des mains tout de suite. Ils comprennent pas qu'il s'agit de donner conseil sur des questions comme la vie de la famille, le divorce, etc. Et que nous travaillons autour du dialogue. We are not in competition with the Western law here. We trying to live our lives as Muslims. Nous ne sommes pas en concurrence avec le droit occidental. Nous essayons de vivre notre vie de musulmans en respectant bien sûr le droit du pays. Nous pensons que le droit islamique est juste, équitable. Pour autant, nous ne voulons pas aller à l'encontre du droit du pays, bien au contraire. Et si le droit national et la loi du pays veut travailler avec nous, eh bien, nous y sommes prêts. And in fact, we'd be doing a lot more harm to many women if we didn't provide this service. Je crois que beaucoup plus de mal serait fait à un grand nombre de femmes si nous n'étions pas là, nous, pour proposer ces solutions. Tu l'auras compris, Ouzbek, Amra Bone, du Sharia Council de Birmingham, fait plutôt partie des modernistes. Elle est une interlocutrice crédible pour les autorités britanniques. Mais le paysage juridique anglais est très souple et un lobby conservateur peut aussi obtenir des concessions. C'est ce qui a failli se passer en 2014. La Law Society, qui réunit les avocats et les notaires, avait autorisé ses membres à rédiger des testaments conformes aux principes de la charia. Ce décret avait évidemment créé un grand scandale. I was shocked. J'étais assez choqué de voir que les instructions données aux notaires étaient de rédiger des testaments qui n'accordaient aux femmes que la moitié de l'héritage auquel auraient droit les hommes dans une situation comparable et que les non-musulmans ne touchaient rien du tout. Et que les enfants qui n'étaient pas nés d'un mariage islamique étaient considérés comme, entre guillemets, comme illégitimes et de ce fait ne pouvaient prétendre à aucun héritage.
Nous sommes opposés à ces dispositions en disant qu'elles se fondaient sur des considérations religieuses et non juridiques. Et puis nous avons également fait valoir le fait que vous aviez là quelque chose qui allait à l'encontre du principe d'égalité d'intérêt envers leurs clients pour les notaires. La Law Society, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas voulu revoir ou retirer cette prescription jusqu'au jour où le nouveau président de la Law Society a dit qu'il acceptait complètement notre point de vue et estimait que cette prescription était erronée. Il a présenté ses excuses et l'a retirée. C'est le résultat du multiculturalisme où l'on procède à des arrangements raisonnables. On a été trop arrangeant en essayant d'aller trop vers l'arrangement religieux sans penser à l'intérêt ou à la cohésion du pays. Bon, la National Secular Society a réussi à s'imposer cette fois-là. Mais la question ne manquera sans doute pas de se reposer. Tu ne seras guère étonné, Ouzbek, d'apprendre que même les femmes qu'on pense les plus soumises, telles ton épouse Zélis, finissent par se révolter. Depuis quelques années, de plus en plus de femmes se plaignent du caractère injuste et systématiquement favorable aux hommes d'un bon nombre de Sharia Council. Ceci oblige l'État britannique à trouver un moyen de surveiller ces institutions. Récemment, le ministère de l'Intérieur britannique a lancé une enquête pour déterminer si la charia était interprétée par certains conseils de façon discriminatoire. Cette enquête a alimenté le débat chez nos amis anglais. L'islam peut-il être un acteur du progrès ? Quand je regarde l'islam et l'interprétation, je pense que c'est possible d'obtenir une justice à l'intérieur même de l'islam, pour toute question, mais surtout concernant les droits des femmes. Elle, c'est Shaista Gohir de l'Association des femmes musulmanes. Par exemple, la polygamie. Si une femme souhaite se protéger de la polygamie, il faut qu'elle exige, lors de son mariage religieux, qu'il y ait une condition qui interdit au mari d'épouser une autre femme. Malheureusement, les femmes ne savent pas qu'elles peuvent l'inscrire sur le contrat de mariage musulman. So what I would want to see is more women being aware of those interpretations that have gender justice. J'aimerais voir plus de femmes qui connaissent ces interprétations, qui proposent une justice entre les sexes. Malheureusement, ces interprétations passent inaperçues parce que ce sont les hommes qui les font. Parce qu'ils voient tout d'un œil culturel, à travers ce qui les arrange. Ceci devrait changer. Every panelist on every Sharia council, they probably need some training from a women's rights organization. Tous les membres des conseils de charia devraient être obligés de faire une formation aux droits des femmes. Par exemple, sur la violence liée au crime d'honneur, à la violence conjugale, au mariage forcé, et aussi au traumatisme et à l'abus mental que les femmes subissent. Peut-être que si les conseils de charia étaient formés par notre association, ils comprendraient mieux les femmes qu'ils reçoivent. Et aussi, plus de femmes devraient faire partie des membres des conseils de charia. 90% des cas sont des divorces et la majorité de la clientèle sont des femmes. Mais ils sont dirigés par des hommes. S'il y avait un seul conseil de charia qui regroupait toutes bonnes pratiques avec les bonnes interprétations de la religion, si ce conseil de charia était promu partout dans le pays, à ce moment-là, de deux choses l'une. Soit tous les autres conseils de charia feraient faillite, soit ils se diraient, il faut qu'on soit irréprochable.
Peut-être qu'il pourrait y avoir un système de labellisation, comme une marque, avec un certain nombre de critères qui certifient la qualité des conseils de charia. Les femmes feraient leur shopping pour décider avec quel service elles divorcent. Elles pourraient se dire « Ah tiens, je vais aller à tel endroit, ils ont le bon label. » Je préfère donner mes 400 livres là plutôt que là, où je risque de subir plus de discrimination. She wants to go away and reform these institutions. Good luck to her. Si elle veut réformer ces institutions, je lui souhaite bonne chance. These institutions are about power. Les conseils de charia sont des institutions de pouvoir. Ils tiennent à le légitimer, ce pouvoir. These are highly patriarchal institutions. Ce sont des institutions très patriarcales. Vous pouvez les réformer un tout petit peu, mais vous n'arriverez jamais à les rendre féministes ou démocratiques. Otherwise, it means that these patriarchs have to let go of their power. Sinon, ça voudrait dire que ces patriarches doivent lâcher leur position de pouvoir. Ils ne le lâcheront jamais. Sinon, ils ne seraient pas là où ils en sont. I cannot see how patriarchal systems of religion are going to adjudicate in a just and feminist, if you like, way. Je ne vois pas comment un système de religion patriarcale va prendre des décisions de façon équitable et féministe. Ça ne signifie pas que les lois du pays sont pour autant toujours justes, mais c'est plus facile de demander des comptes à l'État plutôt qu'à une religion. Because they are ultimately adjudicating according to so-called divine law. Parce qu'au final, ils prennent des décisions dans un cadre de lois divines, et les lois divines ne peuvent pas être surveillées, sinon elles ne seraient pas divines. How on earth are you going to regulate? Comment voulez-vous réguler 85 conseils de charia alors que chaque conseil a sa propre interprétation de la loi musulmane? They want women of faith not to go to places like Sharia Council, particularly Muslim women. It's largely Muslim women who want to use these services. Ils veulent que les femmes croyantes n'aillent pas dans ces institutions. Et ces conseils de charia, on les a créés parce que les femmes les voulaient et voulaient qu'elles les aident à résoudre leurs problèmes. Ces groupes de femmes, dont certaines sont athées, ne voient pas forcément la foi comme nous la voyons, et ne souhaitent pas que d'autres femmes aient accès à ce service, mais dans le même temps, ils n'ont pas d'autres solutions à proposer. Ils se disent aux femmes, allez voir les services juridiques, qui nous va très bien, bien sûr, il faut qu'elles aient recours aux services juridiques. They don't have financial problems. They just have a marriage. They're supporting themselves. Il y a beaucoup de femmes qui viennent nous trouver, non pas parce qu'elles ont des problèmes financiers, simplement, leur mari les a abandonnées, elles veulent en finir. Nous avons discuté votre dossier. Nous pensons que ce mariage n'est plus viable. Et nous pensons qu'il faut y mettre un terme. Vous devez attendre bien sûr les 3 cycles menstruels avant de pouvoir vous remarier. À ce moment-là, vous pourrez vous remarier. No, it's the same thing. Your marriage is finished from today. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, votre mariage est dissous. Vous êtes libre. Si vous souhaitez vous remarier, vous devez attendre la fin de votre 3e cycle de menstruation. Mais si on ne sait jamais, avec votre mari, vous décidez de vous remettre ensemble, et que vous êtes heureux, alors il n'y a pas cette phase intermédiaire. Vous pouvez vous remarier quand vous le souhaitez.
Évidemment, c'est le Conseil qui dissout ce mariage. Vous pouvez vous remarier au bout de 3 mois. Si c'est votre ex-mari que vous reprenez, cette période n'est pas nécessaire. Est-ce que sur cette feuille c'est inscrit comment il m'a calomnié? Non, vous aurez un certificat qui dit tout simplement que vous êtes divorcé. Pour être sincère, je me suis mariée avec quelqu'un du bled, mais j'ai grandi ici. J'ai une autre culture, très différente, même si j'ai les mêmes origines. Cette histoire a été une sonnette d'alarme pour moi. J'ai 2 filles et j'aurai sans doute besoin d'être soutenue, de leur trouver un papa. Je vais m'inscrire à la mosquée ici pour me chercher un mari qui me convient. De Paris, le 7 de la lune de Régeb, 1712. Que vous êtes heureuse, Roxane, d'être dans le doux pays de Perse, et non pas dans ces climats empoisonnés où l'on ne connaît ni la pudeur ni la vertu. Cher Ouzbek, en sortant du Sharia Council, devant la grande mosquée de Birmingham, je tombe sur un jeune homme très élégant, avec une fine barbe, habillé un peu comme je t'imagine. Un magnifique caftan bordeaux qui descend jusqu'aux genoux, un grand turban mauve décoré de perles et des chaussures noires et pointues. Ce jeune homme, originaire des Indes, est sans doute là pour épouser sa future femme lors d'une cérémonie religieuse. De Paris, le 20 de la lune de Rébiab, 1717. Tous les peuples d'Europe ne sont pas également soumis à leur prince. Par exemple, l'humeur impatiente des Anglais ne laisse guère à leur roi le temps d'appesantir son autorité. La soumission et l'obéissance sont les vertus dont ils se piquent le moins. Ils disent là-dessus des choses bien extraordinaires. Selon eux, il n'y a qu'un lien qui puisse attacher les hommes, qui est celui de la gratitude. Tu vois, Ouzbek, je pensais que tu aurais adoré l'Angleterre et son modèle de pluralisme. Tu aurais été conforté dans ton côté double, conservateur pour tes affaires privées et progressiste quand il s'agit de trouver une cohésion sociale. Mais je m'emporte. Je dois me souvenir que tu n'es qu'une invention. Quant à moi, je suis bien réelle. Si j'ai décidé de t'écrire ces lettres, ce n'est pas pour flatter le conservateur en toi qui admire l'Europe, mais pour m'inspirer de ta qualité d'oriental imaginaire qui raconte la France. À bientôt, cher Ouzbek. Je ne tarderai pas à t'écrire. Mes lettres persanes, le conseil de charia, mode d'emploi. Une émission d'Ilana Navarro, réalisée par Annabelle Prouard.